Bonjour. Le sujet de notre article est la synthèse du 2-chloro-2-méthylpropane. Le 2-chloro-2-méthylpropane n'est pas une molécule très intéressante, mais elle est souvent utilisée en laboratoire. Elle est utilisée comme molécule intermédiaire pour la synthèse. Par exemple, elle est utilisée afin de produire un antioxydant qui se nomme le terbutylphénol ou encore un parfum qui se nomme le chlorure de néoxyle. De plus, le 2-chloro-2-méthylpropane possède un carbocation tertiaire. Cela voudrait dire qu'elle est une molécule plutôt stable. Dans l'image en haut, vous pouvez voir la réaction globale qui va se produire dans notre expérience. Le but de notre expérience est de synthétiser du 2-chloro-2-méthylpropane en utilisant de l'acide chlorhydrique et le terbutanol. Les nombreux lavages de la phase organique ainsi que le séchage vont permettre d'améliorer la qualité de la molécule du 2-chloro-2-méthylpropane nouvellement synthétisé. Les techniques de caractérisation qui seront utilisées dans notre expérience sont le spectre infrarouge, l'indice de réfraction et le HPLC. Ces tests vont nous permettre de savoir si la synthèse est bel et bien complète et si le 2-chloro-2-méthylpropane obtenu est pur. Maintenant, il faut parler de la réaction globale et de ses mécanismes. Comme Kevin l'a mentionné, le but du laboratoire était de synthétiser du 2-chloro-2-méthylpropane. Alors, si on regarde la figure 1, on constate qu'il faut que du terbutanol réagisse avec de l'acide chlorhydrique pour obtenir du 2-chloro-2-méthylpropane. Pour y arriver, on fera la substitution nucléophile monomoléculaire, aussi appelée une SN1. La réaction débute lorsque le terbutanol se mélange avec l'acide chlorhydrique. C'est ce qui est montré à la figure 2. L'acide donne son hydrogène à l'alcool. On forme donc un groupement H2O sur le terbutanol qui crée alors l'ion terbutyloxynone. À la figure 3, on observe que la molécule d'eau, l'H2O, quitte l'ion afin de créer un carbocation tertiaire stable. Par la suite, c'est au tour de l'ion de chlorure d'entrer dans la réaction. Il attaquera le carbocation. C'est ce qu'on présente à la figure 4. Donc, étant négatif, l'ion de chlorure ira vers le cation du terbutyle. Suite à ça, on obtient donc le terbutylchloride. L'organigramme, elle peut être divisée en deux étapes, les décomptations effectuées sur la hotte ainsi que la distillation fractionnée. Donc pour commencer, on peut voir dans la figure 5 que la première décomptation se fait avec une ampoule à décompter composée de 50 ml d'acide chlorhydrique et 22 ml de terbutanol. Ensuite, on va secouer légèrement l'ampoule sans bouchon pour libérer le gaz en ouvrant le robinet à plusieurs reprises. Nous allons identifier les deux phases, la phase organique et la phase aqueuse. La phase organique se retrouve toujours au-dessus de la phase aqueuse. On peut vérifier ce fait en ajoutant de l'eau dans l'ampoule à décanter et ensuite voir si elle se mélange avec la phase organique. D'ailleurs, pour le lavage à la phase organique, nous allons refaire ces mêmes manipulations à 3 reprises. Ainsi, on doit jeter la phase aqueuse à chaque extraction. Le premier lavage est effectué avec 25 ml d'eau. La phase organique qui va donc être obtenue va être réutilisée pour la deuxième étape du lavage, c'est-à-dire avec le 25 ml de bicarbonate de sodium. Finalement, on va encore une fois laver la phase aqueuse avec 25 ml d'eau. Il est sous-entendu que ces étapes se font rapidement puisque le chlorure que nous avons produit est instable dans l'eau. On va mettre la phase organique dans un Erlenmeyer pour enfin ajouter une petite quantité de sulfate de sodium anhydre. On va mettre le tout dans un ballon à distiller et la solution va être prête pour la distillation. Pour la deuxième étape du protocole, il faut qu'on prépare un montage à distillation fractionné tel que démontré dans la figure 6. Pour cette distillation, nous aurons besoin de 3 Erlenmeyer propres et secs. Le premier Erlenmeyer va donc être utilisé pour recueillir le distillat avant 70 degrés Celsius. Le deuxième Erlenmeyer va contenir le distillat entre 70 et 90 degrés Celsius. Le troisième va être utilisé au cas où il reste encore du distillat en surplus. Lors de la distillation,
on aura besoin du thermomètre pour savoir lorsque le premier distillat va atteindre 70 degrés Celsius et quand il faut changer d'Erlenmeyer afin que le deuxième soit entre 70 et 90 degrés Celsius. Le troisième va recueillir le surplus de distillat. Cependant, dans notre cas, on n'avait pas besoin de ce dernier. Pour terminer, on va mesurer la masse de chaque distillat. Cette information sera essentielle dans plusieurs calculs, dont celui du rendement. Donc, suite à toutes les manipulations dans le protocole, on a été capable de récupérer 2 distillats dans 2 erlenmeyers différents. Avec ces substances qui sont inconnues, on va les soumettre à des différents tests de caractérisation pour essayer de les identifier et aussi d'identifier la pureté des substances. Le premier test qu'on va faire, c'est un test de spectre infrarouge qui va faire ressortir les différents groupements chez les molécules voulues. Les 4 spectres sont le spectre du terbutanol pur, qui est la substance initiale dans l'ampoule à décanter, le spectre du 2-chloro-2-méthylpropane pur, qui est la substance voulue lors de la synthèse, et le spectre des 2 produits finaux. Les faits intéressants à noter sont que chez le terbutanol, qui est un alcool, il y a un groupement OH ici qui sort à 3351 cm-1. Ce groupement-là n'est pas percevable chez les autres spectres. Aussi, on peut noter que les spectres des 2 produits ressemblent beaucoup au spectre du 2-chloro-2-méthylpropane avec les fonctions ici carbone-hydrogène qui ressortent pas mal tous en même temps. On peut alors conclure que la synthèse dans les 2 erlenmeyers a été bel et bien effectuée parce que les substances dans les 2 erlenmeyers se trouvent être du 2-chloro-2-méthylpropane. Ensuite, pour encore une fois aider à caractériser, on a fait des analyses HPLC. Le HPLC, ce que ça fait, c'est que ça détecte les différentes molécules dans les substances et ça envoie des messages lorsque des molécules sont détectées. Donc, pour les 2 analyses des produits initial et final purs, on peut noter que le terbutanol ici, les molécules sortent à 2,395 minutes et pour que le 2-chloro-2-méthylpropane pur, ça sort à 2,562 minutes. Lorsqu'on check l'analyse de la substance 1, on peut noter ici qu'il y a une grande quantité de molécules qui a sorti à 2,550 minutes. Cette molécule-là se trouve être du 2-chloro-2-méthylpropane pur parce que le temps ressemble beaucoup à celui de la molécule pure. On peut aussi voir qu'il y a un peu de molécules ici qui est sorti à 2,311 minutes, ce qui se trouve être du terbutanol parce que leur temps se ressemble beaucoup. Alors, on peut dire qu'il reste un peu d'impureté dans la substance 1. Par contre, la substance 2, elle, il n'y a qu'une seule molécule qui est sortie, ça se trouve être du 2-chloro-2-méthylpropane. Leur temps est très similaire. On peut ici dire que la synthèse a été faite complètement et que l'inconnu 2, la substance 2 est beaucoup plus pure que la substance 1. Finalement, on a aussi fait des tests d'indice de réfraction et de rendement pour aider à caractériser les substances inconnues. On a fait des tests d'indice de réfraction pour les 2 substances et pour les 2 substances, des 2 substances finales et les 2 substances pures. Après 3 essais, on a réussi à trouver une moyenne et avec ces moyennes-là, on peut ici confirmer que l'indice de réfraction des 2 substances inconnues ressemble beaucoup à l'indice de réfraction du 2-chloro-2-méthylpropane pur, ce qu'on voulait synthétiser. Donc, la synthèse a été relativement réussie. La petite variation peut peut-être venir des impuretés qui restent dans les substances, qui viennent probablement de la substance initiale, qui a une différente indice de réfraction, donc ça peut faire varier. Ensuite, pour la masse, on avait pris la masse des erlenmeyers vides au début et ensuite la masse des erlenmeyers avec les 2 distillats dedans. En faisant des soustractions, on peut trouver la masse des distillats 1 et 2 et en les additionnant, on peut trouver la masse du distillat qu'on a récupéré final. Cette masse-là se trouve à être 7,04 grammes. Pour faire un rendement de l'expérience, on prend cette donnée-là, 7,04 grammes, qui est le rendement expérimental. On le divise par le rendement théorique qui se trouve dans l'article, donc en faisant des calculs de mol théorique, et on peut trouver un rendement. Ce rendement-là se trouve à être 33,06 %. C'est un rendement relativement bas, ça veut sûrement dire qu'on a eu beaucoup de pertes de distillat tout au long de l'expérience. Pour les sources d'erreur, une des sources d'erreur qui est possible est lors de la prise de mesure de l'indice de réfraction. Il faut s'assurer de bien nettoyer le réfractomètre pour que le résultat obtenu ne soit pas affecté par de la saleté ou par une autre substance qui était déjà mise sur le réfractomètre dans le passé. De plus, une autre source d'erreur possible est lors de la séparation des phases. Il était important de séparer la phase organique de la phase
aqueuse, car la phase aqueuse est la phase qu'on jette. Ainsi, il est possible que la séparation n'était pas faite de manière précise, donc il est possible qu'un petit peu de la phase organique a été jeté avec la phase aqueuse. Finalement, il est possible d'affirmer que le but de l'expérience a été atteint car la synthèse du 2-chloro-2-méthylpropane a été réussie. Il est possible d'affirmer cela en s'appuyant sur les 3 tests de caractérisation faits en laboratoire. Le premier, qui est le test de l'indice de réfraction, les résultats de l'Erlenmeyer 1 et de l'Erlenmeyer 2 correspondent bien aux indices de réfraction théoriques pris en laboratoire aussi. De plus, le HPLC a permis de savoir que dans l'Erlenmeyer 2, la synthèse est bel et bien complète, car il y a juste la présence d'une seule molécule qui est le 2-chloro-2-méthylpropane. Et il n'y a plus la présence de la molécule du terbutanol et de l'acide chlorhydrique. Par contre, dans l'Erlenmeyer 1, pour le graphique de son HPLC, il y a encore la présence de la molécule du terbutanol. Ainsi, il est possible de dire que la synthèse n'est pas complète dans l'Erlenmeyer 1. Pour les spectres infrarouges, il est possible de dire que le spectre infrarouge de l'Erlenmeyer 1 et de l'Erlenmeyer 2 correspondent bien au spectre théorique du 2-chloro-2-méthylpropane pur. De plus, comme amélioration, il serait bien de nettoyer l'instrument de mesure avant la première utilisation, car il est possible qu'une autre personne ait mis son produit dessus. Une recommandation qui pourrait être faite est lors de la séparation des phases. Il serait bien de bien brasser l'ampoule à décanter pour faciliter la reconnaissance des phases organiques et de la phase aqueuse. Dans la dernière diapositive, il est possible de voir la bibliographie de notre article